Wouhou! C'est rouge. Hey, ça veut dire... Hein, c'est bien cool ce Je que t'as pense installé, que Jay. ça veut dire que le podcast vient officiellement de commencer. Je pense que oui, hein. Bon, ben écoutez tout le monde, c'est le temps d'une bière. Merci de nous écouter. Aujourd'hui, on va parler d'un paquet d'affaires. Puis faites-moi confiance, ça va tout être connecté. On va parler de créativité. On va parler de confiance. On va parler un peu de l'histoire de la bière. Et on va aussi parler d'un drôle de projet coopératif, local, commercial, impliquant des locales qui s'appelle Ergon. Et puis pour ça, ben, on va en parler avec Marquand Laramé qui est avec moi aujourd'hui. Salut Marquand! Salut PO, comment ça va? Ça va tellement bien. Ça faisait longtemps là, que je voulais t'avoir sur le podcast. Je le J'y sais, pensais, je le là, sais. puis je me disais, OK, quelle bière on va boire, de quel sujet on va parler. Puis ben là, on est rendu là. Ouais, c'est le jour J. C'est le jour Le J. jour B pour Oui. bière. Oh, B pour bière. J'aime ça. Parlant de bière, on va s'attaquer justement à la pièce principale, qui est une bière que j'ai faite spécialement pour toi. C'est pas vrai, je l'ai juste faite. Mais, Ah, je quitte. mais j'avais hâte que tu la goûtes. Par contre, c'est pas une IPA. C'est une pale ale anglaise, profondément maltée. Ça va goûter le biscuit. Hmm. Et puis, beaucoup de corps, très rafraîchissant. Mon but, là, c'est qu'en buvant ça, Je me j'espère sens... en avoir une autre après. Est-ce qu'il y en a d'autres après? Je te le dis pas. Ah, ben ouais, la surprise est là, hein? Santé, mon ami. Santé. Oh, wow. Ça goûte beaucoup plus le biscuit que... Que la bière, hein? Mhm. C'est le temps du biscuit. Mais qu'est-ce que tu en penses? C'est délicieux. Un bon goût? Ouais, bon goût. J'aime bien le fait que... Moi, j'aime les bières avec un peu d'amertume. Celle-là OK. en a une. Ouais. J'aime les bières qui sont un petit peu sucrées. Je suis pas un fin connaisseur de bière, mais assez pour savoir lesquelles que j'apprécie plus que d'autres. Ouais. Puis celle-là, je l'apprécie. Ben, il faut une certaine balance très entre, agréable. entre sucre, amertume, puis trouver le point idéal entre les deux, c'est comme le défi de tous les brasseurs. Puis je pense même que je vais y regoûter juste pour m'assurer que je l'aime bien. Je vais t'accompagner. Mm. T'es vraiment... T'es excellent, en fait. Et comme brasseur? Comme brasseur, l'idée du podcast est excellente. Ça suit une logique. Ah oui? Ouais. Ben écoute, On brasse, ensuite on lance le podcast. Je te retournerai le même compliment parce que tu brasses des affaires, puis tu brasses beaucoup d'affaires. Puis selon ce que j'ai vu, selon ce que Jérémy, qui est notre producteur, nous a dit, tu es impliqué dans tout un tas de projets. Puis j'ai lu un petit peu là-dessus, j'en ai parlé avec des gens, puis il me semble qu'il y a une vision dans ce que tu fais. Mais d'abord, on va t'introduire, on va faire les choses comme il le faut. Là, toi, tu es cofondateur d'Ergon, qui est comme une espèce de projet de location d'espace commercial pour faire toutes sortes de choses. Et puis, tu es aussi un des protagonistes du projet de Startup Café. Je pense que protagoniste est un... C'est bien dit, j'aime bien. Ouais. Puis en fait, je tiens à dire, c'est quand même drôle, j'ai fait un test de personnalité récemment. OK. Puis mon profil est protagoniste. Pour de vrai. Ah, c'est parfait. Mais ça veut dire quoi? Là, je vais avoir l'air peut-être un peu... c'est insidieux, non, c'est pas vrai, mais c'est beaucoup de leadership. C'est un leader, quelqu'un qui... Les protagonistes dans le test que j'ai fait, là, je veux pas dire que je suis comme Barack Obama, mais Barack Obama était protagoniste, fait qu'on peut peut-être faire des liens, tu sais. Oh boy! Ben, c'est déjà dit. On dit. peut pas revenir en arrière, là. Non, définitivement pas. Fait qu'il y a du leadership, mais ouais. puis le leadership, ben ça, c'est excellent parce que ça peut être expliqué de plusieurs façons. Il y a le dynamisme, il y a là-dedans, on peut mettre le charisme, on peut brasser toutes sortes d'affaires là-dedans, mais moi, ce que je vois, c'est la capacité d'inspirer les gens. Puis clairement, ça fait partie de ton processus de sélection de projet parce que tu fais du mentorat, non, un peu? Ben, le Startup Café, c'est du coaching. Moi, personnellement, tu sais, j'ai pas encore toute l'expertise pour le faire. Par contre, ce que je fais dans le Startup Café, c'est que je rassemble les bons experts ensemble qu'eux vont coacher des entreprises en démarrage puis en début de croissance. Fait que c'est là. Un jour, je vais pouvoir me prononcer coach si les résultats sont là ou plutôt lorsque les résultats seront là, mais pour l'instant... Ben, tu commences à avoir des résultats, là, c'est simple. Ouais. Il y a Ergon qui est en train d'arriver, tu as été dans toute une compagnie, tu as été directeur des communications, je pense, dans deux compagnies aussi. Une compagnie, oui. Et puis là, tu es rendu avec Ergon, qui est le grand projet commercial de l'Agora. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui. Ben, en fait, Ergon, c'est un centre d'affaires collaboratif. Fait que tout le monde connaît le concept centre d'affaires collaboratif, surtout sous l'aspect coworking. Fait que c'est un espace de travail. C'est plus un mode de vie professionnel qu'on est en train de créer là-bas. Parce que oui, le modèle en tant que tel, ça fait une dizaine, quinzaine d'années qu'il existe, d'être capable d'offrir aux gens location court terme de bureaux privés, de juste espace de travail temporaire, que ce soit une journée, que ce soit une semaine, que ce soit un mois.
Puis là, on s'installe dans le village urbain Agora, qui est ici, dans le secteur du plateau, pas loin du studio. Le concept est simple. C'est un bureau, c'est un espace de 10 000 pieds carrés que les gens vont pouvoir louer des bureaux privés, semi-privés et cubicules. Fait qu'on parle beaucoup de professionnels, notaires, comptables, avocats, fiscalistes, ainsi de suite, de petites entreprises, 1 à 5 employés en général, courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, puis de travailleurs autonomes qu'eux veulent avoir un espace de travail qui leur coûte pas les yeux de la tête de un. Ouais, C'est ouais. super important quand tu démarres. Ou Ça quand donne de la t'es- flexibilité, là. Oui, exact. Puis aussi d'avoir une qualité de vie. Tu sais, pas seulement d'être dans un bureau puis de rentrer au bureau le matin puis avoir un aspect un peu plus monotone parce qu'on le vit puis on le voit. Puis surtout avec tu sais, la COVID, je le dis, là, Ouais, on est ouais. là. Tu sais, de travailler de la maison, mais là, tu peux travailler avec d'autres professionnels. Tu sais, on parle d'une 50aine de Ben, professionnels puis d'entrepreneurs à temps plein. justement, c'est la première question que je me posais quand j'ai appris à propos de cette compagnie-là, de ce concept-là. Parce que c'est d'abord un concept avant d'être une compagnie. Oui, Puis j'ai l'impression que le définitivement. concept. Comme toute idée. Ben, c'est ça, mais je dis ça parce que le concept, on dirait, semble continuer à se développer au fur et à mesure que, bon, vous trouvez des locataires. Parce que c'est un espace de gestation, là. On sent que la créativité, la collaboration est vraiment au milieu. Puis moi, je me demande à quel point est-ce que la pandémie a eu un impact sur la façon dont le projet se déroule. Wow, bonne question. Je vais te le dire. C'est que nous, ça fait bientôt, quand on va ouvrir, ça va faire 2 ans qu'on travaille là-dessus. OK. Fait que de développer un modèle from scratch, en utilisant le terme anglais, là, tu sais, le modèle est complètement différent qu'un bureau traditionnel. Tu fais pas Ouais, juste ouais. bâtir ou louer un espace puis l'aménager puis c'est ton équipe. Tu sais, c'est plusieurs entreprises. Fait qu'il faut que tu puisses répondre aux besoins autant de location, mais besoins en termes de bureau, qu'autant aux besoins de le mode de vie, la qualité de vie. Fait que tu sais, on parle de lounge d'affaires, on parle d'événements mensuels, on parle de communauté, on parle de 2 terrasses, on parle d'un style de vie Vous qui avez 2 t'amène. terrasses? En fait, on en a 4. Là, Je dis attends, 2, mais là, on en a là, on 4. va partir sur une Regarde, débarque, là. relax. Fait que vous êtes à l'Agora. Ouais. Il y a toutes sortes de restaurants autour. Il y a vraiment un Beaucoup de concept commerçants. d'urbanisme. Ouais. Et puis là, vous avez vos terrasses. Est-ce qu'il y a une idée que les différentes équipes qui vont louer des locaux là-dedans vont, comment je pourrais dire ça, créer leur propre espace commercial à eux-mêmes? Un peu comme un logiciel dans un autre logiciel, un peu comme un rêve dans un rêve, un peu comme un commerce dans un autre commerce. Comme la matrice. J'allais y venir. T'allais venir. En fait, je t'ai pensais plus devancé. aux méta de Facebook ou au film Inception. Ah, Mais c'est bon ça. je pense qu'on Ben, va trop pense pas loin qu'on va- avec ça. Je pense qu'on va pas aller jusque-là. Je pense qu'un des points, c'est que oui, les gens vont créer leur environnement. Tu sais, Ergon, Ouais. nous, on fournit l'espace, mais c'est la communauté qui va bâtir le concept en tant que tel. Tu sais, le concept d'Ergon, c'est simple, la location flexible d'espace commercial, bureau privé, semi-privé, court terme. Mais à partir de là, il va y avoir, oui, le studio avec Jérémy G-Man TV, qui est un studio de podcast entièrement automatisé. On est en train de travailler sur un concept de studio photo. Il va y avoir toutes sortes d'entreprises, mais les gens vont pouvoir créer l'environnement qu'ils veulent au final. Tu sais, la beauté de la chose, c'est le forum qui se crée autour de ça. Mhm. Tu ne travailles pas seulement avec des gens que tu connais. Tu bâtis des relations, fait que c'est bon pour la business parce qu'il y a du partage de références, mais mais tu peux aussi bâtir le milieu de vie que tu veux créer là-dedans. là. Ben, moi, je regarde ça d'un point de vue peut-être plus philosophique. Je vois un potentiel de créer des synergies à partir de ton propre bureau. En sortant de la pièce, il y a une autre compagnie avec qui nécessairement tu vas réseauter. Surtout si tu décides de mettre un gigantesque cac de bière. N'en Je parlons dis pas que tu devrais point. le faire. Ben, tu sais, on en parlait plus tôt, puis tu sais, c'est une idée. Tu sais, la bière amène la collaboration, a amené la collaboration de beaucoup de choses dans la vie. Ben oui. Tu sais, je pense que la deuxième fois qu'on s'est vu, moi et Jérémy, c'était autour d'une bière. C'est ça que c'est. Tu sais. Puis Ouais. les idées sortent, puis tu bâtis des relations, tu es créatif et tout. Puis là-bas, c'est sûr qu'on va avoir de la bière. C'est sûr et certain Ok. que la bière qu'on va avoir là-bas, ça va être des brasseries puis des producteurs locaux qu'on veut Ouais. mener de l'avant. Puis ça va faire, ils vont avoir un keg, peut-être 2. Je Puis ne là, vais pas vendre la mèche, là. on, Quand même. on sent le projet communautaire qui est vraiment d'amener Ouais. des gens ensemble. Mhm. Puis ça semble être au cœur du projet que vous avez. C'est au cœur de la vision. Ouais. Tu sais, à la base, le village urbain Agora, c'est le concept, c'est un village urbain. C'est d'amener autant du commercial que du résidentiel, puis de créer une communauté à l'intérieur de ça, que ce soit avec les restaurants, que ce soit avec les commerçants, Mhm. différents qui opèrent dans différents domaines. Le résidentiel au deuxième, puis troisième, puis quatrième étage, en fait, pour que les gens n'aient pas nécessairement besoin de se déplacer non plus. Tu sais, c'est une communauté. Ben, Ouais, nous, tu fais ça sur place. ouais, exact. Puis nous, c'est le même concept, mais à l'intérieur de l'Agora, mais pour les professionnels. Est-ce que c'est un concept nouveau, ça, disons, au Québec? Non.
Non. Ça a été fait ailleurs? Il y en a plusieurs à Ottawa, il y en a plusieurs à Montréal, il y en a plusieurs. Tu sais, là, Ottawa, c'est pas au Québec, mais tu sais, c'est quand même très à côté Ben, d'ici. nous, il là. faut le dire, Ouais. on enregistre et on fait le podcast à Gatineau. Pour nos, Donc, évidemment, comment? pour nos écouteurs des États-Unis et du Mexique. Oui, parce qu'on sait qu'il y en a des millions. Mais c'est ça. Donc, il y a... il y a Ottawa qui est à côté. Le temps d'une tequila. Le temps Ok, d'une tequila. Mais oui, le temps d'un petit verre de rhum. Un petit verre de rhum. Ben non, mais c'est ça, pour en revenir à Ottawa dont tu parlais, je présume que tu donnes un exemple avec Lansdowne, Oui. qui est un projet urbain. Mais au Québec, en dehors des grandes agglomérations, Pas beaucoup. non. Ben, tu sais, on a fait notre. Si on parle des villages urbains, pas beaucoup. Si on parle des centres d'affaires, working space, coworking, je nomme les trois pour que tout le monde qui écoute comprenne qu'est-ce qu'on veut dire. Ouais. Mais il y en a pas, il y en a, mais il n'y en a pas énormément. Tu sais, c'est en vogue. Depuis 2019, depuis le début de la pandémie, mondialement, c'est 5% d'augmentation d'occupation qu'il y a dans les sharing space, les coworking à travers le monde entier. Fait que les gens intègrent, puis c'est drôle, ben j'en parlais, puis j'ai montré à ma conjointe, ma copine, pas conjointe, je suis pas rendu assez vieux, c'est une joke, des statistiques au niveau des coworking, puis les compagnies intègrent ça de plus en plus dans leur stratégie commerciale, de venir s'intégrer d'un coworking. Parce qu'ils savent qu'il y a de la business à faire, puis ils savent que ça va amener une qualité de vie. Tu sais, au Québec, là, je dérape un peu, mais je vais y revenir. Les dérapes sont acceptés. Merci. Au Québec et au Canada, on a une pénurie de main-d'œuvre. Ouais. C'est ça que c'est. Comment tu gardes tes employés? La qualité de vie. Nous, les plus jeunes, ce qu'on mise, là, c'est pas juste le salaire, c'est la qualité, le style de vie que je vais avoir au travail. C'est ça que c'est. Un centre d'affaires t'apporte ça. Fait que tu peux être une entreprise, un cabinet d'avocats, puis tu as des jeunes qui rentrent. Quand je dis jeunes, là, on s'entend, c'est pas des jeunes de 13 ans, c'est des jeunes... Tu parles plus de gens qui des sont jeunes fraîchement diplômés, mettons. Exactement. Ouais. Ils veulent pas seulement faire le travail, ils veulent vivre quelque chose, ils veulent une communauté, ils veulent bâtir des relations, puis principalement. Fait que d'intégrer ça dans ta stratégie, ça fait en sorte que c'est bénéfique pour ton entreprise, ce qui mène au fait qu'il y a on va avoir de plus en plus des espaces coworking puis des working space voir le jour. Mais là, tu me parles de ta vision pour Ergon, puis d'une nouvelle possibilité qui existe dans le marché, d'une nouvelle tendance. Est-ce que tu vois qu'il y a de plus en plus des compagnies, y compris maintenant pour Ergon ou pour les autres espaces que tu connais, qui décident de faire le choix de décentraliser, c'est-à-dire de ne pas se concentrer sur, disons, le bureau principal ou les bureaux régionaux, et puis de dire, ben, finalement, vous pouvez vous trouver votre propre local, puis on va vous payer quand même. Est-ce que tu sens que ça arrive? Ça va venir. Okay. En Ottawa, à la base, il y en a un autre coworking space qui est dans le secteur plus de Gatineau. Puis du côté d'où est-ce qu'on est, dans l'ouest de la ville, right? Je pense que c'est ça. Ouais, l'ouest de la ville, il n'y en a pas. Fait que c'est sûr et certain qu'il n'y a pas l'habitude pour les entreprises. Puis il n'y en avait pas en Outaouais non plus. On va être un des premiers. Au final, Gatineau, Hull, Elmer, à avoir un coworking space aussi grand avec une offre aussi variée. Fait que pour l'instant, je peux pas te dire oui, mais je sais que ça va venir. Parce qu'un coup que les gens vont venir dans l'espace, je le sais, là, ils ne devront plus sortir. Je sens la confiance ici d'un homme en campagne. Regarde, j'ai fait les foins de ma vie, moi. Je comprends ça. Mais on sent l'esprit entrepreneurial qui est très vivant. Le feu. Le feu est très vivant. Le feu brûle. Ben, tu me parlais un peu tantôt du rôle de ça avec les toasts, avec les... ben, pas les toasts, mais les fameux marchés qui sont conclus avec des bières. Je me demandais, est-ce qu'on n'exagère pas ça? Est-ce que ça arrive vraiment? Est-ce que toi, tu te souviens vraiment d'avoir créé des partenariats avec des gens qui se sont véritablement scellés avec une bière? Et là, je dis vraiment là, l'exemple le plus cliché possible, là, le plus classique possible dans lequel on se regarde dans les yeux. Oui, tu vas être mon partenaire. Est-ce que ça arrive encore ou est-ce qu'on le romantise un peu? On le romantise parce que, tu sais, au final, ça prend toujours une question. Ben, plus ou moins. Parce que j'ai déjà eu des projets que j'ai lancés qui sont pas des projets, tu sais, à des millions de dollars, mais tu sais, des projets qu'on s'impliquait, qu'on mettait du temps, tu sais, d'un parti ou de l'autre, qui. Il y a une première discussion, peut-être par courriel, par téléphone, puis après ça, ça a amené vers une bière, puis ça s'est concrétisé parce que, tu sais, comme je disais, tu sais, la bière, c'est de l'alcool. Ça t'ouvre un peu l'esprit. Tu prends une bière, 2 bières, 3 bières, on était plus ouvert, puis tu ressens la personne, tu ressens ses intentions. Et je trouve que la bière nous permet de ressentir les intentions, les vraies intentions de certaines personnes, parce que l'alcool va t'ouvrir l'esprit à un certain point. Puis moi, j'en ai eu des relations que j'ai bâties autour d'une bière. Tu sais, un événement qu'on est allé dans un bar avec des amis, j'ai rencontré une nouvelle personne. Wow, tu sais, on a du fun ensemble. C'est devenu des excellents amis. Là. Pas juste des collègues puis des connexions, des amis avec lesquels, par la suite, on a bâti des projets. Fait que je suis prêt à dire que oui. Ben,
Moi, je pense que t'as touché à quelque chose de très réel. Je pense que tu disais, je vois le caractère de la personne. Et puis, je te dirais que je suis d'accord avec ça, en partie parce que j'arrête pas de lire sur l'histoire de la bière ces Ouais. temps-ci. Puis, il y a deux choses qui semblent arriver avec la consommation d'alcool en termes d'effet sur le cerveau. La première chose, c'est que tu as moins Filtre? t'as moins de filtres, mais c'est pas vraiment le mot que je cherchais. Tu raisonnes moins. Ça peut sembler contre-intuitif, là, mais le simple fait de raisonner moins fait que tu as moins d'œillères. Donc, il y a moins de paramètres qui viennent comme étant des obstacles dans ton interaction avec les gens. Puis tu prends plus de risques aussi. Mais ça va plus loin que ça. Euh, Tu sors des paradigmes, tu sors de là où est-ce que tu es normalement. Habituellement. Fait que c'est là que le caractère d'une personne se révèle vraiment. Ouais. Puis je veux pas du tout que les gens comprennent ça comme étant OK, ben Bois c'est de la important de bière, boire. ouais, non, Ouais, non, ouais, non, vraiment non. pas, là. Parce que c'est vraiment pas le but de l'opération. Sauf que si on regarde dans l'histoire, puis dans certaines études qui ont été sorties, le rôle de la capacité de faire confiance en quelqu'un avec qui on consomme une bière est vraiment un clé dans la ritualisation des bières à travers l'histoire. Est Hmm. vraiment un élément clé dans la soudure des sociétés dans le temps. Je veux dire, la consommation d'alcool en général tend à nous montrer nous-mêmes dans une lumière plus positive et les autres dans une lumière positive, tant que la consommation est très modérée. Ouais. C'est-à-dire, il faut impérativement, pour que ce soit vrai, que ce soit en dessous du fameux 0,8% d'alcool. Et là, je pense à des exemples comme dans la Chine ancienne, où est-ce qu'il était mal vu politiquement de prendre une décision sobre. Ah, pour de vrai? Et puis je sais que Je ça, dis pour ça a de l'air vrai complètement à je l'envers. suis vraiment étonné parce que j'ai Mais aucune idée. ben, tu pourrais dire, OK, bon, c'est quoi ta source? Moi, je me fie sur une histoire culturelle de Ian Gackley que j'ai apporté ici, qui est un livre absolument fascinant et que je recommande à tout le monde. Mais les exemples sont assez nombreux. Dans les îles Fidji, on ne boit pas de bière historiquement, c'est-à-dire qu'il y a une boisson qui a des effets qui t'amènent un peu dans Euphorique. un autre état. C'est ça. Ça, c'est du kava. C'est Oh. une racine que tu mets dans de l'eau. La racine libère ses trucs et tu bois ça, ça te met dans un autre état. Ben, c'est commun de régler les problèmes de la société des gens qui habitent là depuis très longtemps en consommant du kava, même qu'en s'assurant qu'il n'y a pas un chat qui reste sobre pour que tout le monde soit vraiment sur la même longueur Même d'onde. page. Ouais, parce que c'est une des choses que euh, l'alcool permet de faire. Bon, évidemment, il y a tout un tas de problèmes avec ça. Ouais, définitivement. Mais tu sais, on veut pas qu'on mette. Non, On le sait qu'il y a des problèmes puis qu'il y a des. Je dirais pas des défis, là, parce que c'est vraiment des problèmes d'alcool, certaines personnes. Mais tu certainement. sais, ici, je pense pas que c'est le but d'arriver puis d'approcher les problèmes, plutôt Non. d'expliquer jusqu'où ça peut aller puis l'histoire de ça. Parce que moi, c'est Mhm. une des choses que j'aime du podcast quand tu approches les choses, c'est Ouais. l'histoire de la bière. Mais ce qui est peut-être le moins controversé par rapport tu sais, aux aspects, mettons, les plus positifs de l'alcool, a probablement rapport avec la créativité. Mhm. Pour mettre les choses en perspective, et je vais faire un énorme bond dans l'histoire. Vas-y. Je vais nous apporter à la prohibition américaine. C'est quand on a littéralement aboli toute forme de vente d'alcool. Euh, le nombre de brevets pendant les 16 années qu'ont duré la prohibition a baissé de 15%. Wow. 15%. Puis tu t'englobes tous les types de brevets confondus. Toute forme de Toute forme de brevet brevets confondus Ouais, ouais. aux États-Unis. aux États-Unis durant Ok. la prohibition qui a commencé à peu près en 1920, je pense. Ça, c'est une des choses qui est arrivée. Puis je dis ça, mais c'est pas la seule variable, disons, dans l'équation. Euh, Quand tu commences à avoir un peu d'alcool dans ton corps, là, quand tu commences à être chaud, mettons, euh, mais d'une façon modérée, ton On cortex, swatch, hein, ici. ton cortex préfrontal, la partie la plus récente de ton cerveau, ce qui, dans l'histoire de l'évolution, est arrivé le plus tard, devient un peu paralysé. Arrête de fonctionner normalement. Les neurones commencent à s'échanger de l'information d'une façon pas mal plus S'embrouiller. lente. C'est ça. Autrement dit, ton cerveau aussi se saoule. Pendant que ça arrive,
y a une des choses qui arrive, c'est que les gens commencent à penser plus latéralement, c'est-à-dire ils font des associations entre des idées, là où est-ce que les liens neuronaux La naturels se rendent logique. pas. En fait, ça déconfigure complètement ton cerveau. Puis là, tu trouves des nouvelles pistes de réflexion là où est-ce que tu n'en trouvais pas. Mhm. Puis l'alcool n'est pas la seule substance à faire ça. C'est pas la seule neurotoxine à créer Non. ça. Les hallucinogènes font la même chose. Et puis, c'est ça qui est intéressant. Les gens, en général, sont plus bons à faire des tâches créatives dans lesquelles le problème n'est pas purement analytique, mais dans lequel, surtout, il y a une association d'idées. Mhm. Donc, c'est comme s'il n'y avait plus aucun obstacle à ce que chacun de tes souvenirs qu'il y avait dans ta tête se connecte pour développer quelque chose de nouveau. Donc, tu apprends presque un peu mieux. Tu es plus capable de résoudre, mettons, des énigmes ou des quiz Quand tu as bu un petit peu. un petit peu. Puis est-ce que tu pourrais dire que le côté créatif de notre cerveau, c'est le côté droit, je crois? Côté gauche? Ah, Parce que je je veux me pas m'avancer trompe là-dessus. toujours. Moi, je me trompe Mais toujours. Il est-ce y a que tu... l'hémisphère droit qui contrôle le côté gauche. Il y a un côté qui est plus associé avec la créativité, Mais est-ce que tu serais prêt la à dire flexibilité. que la bière vient jouer sur ce côté-là pour laisser sortir des éléments? Puis enlever, mettons, les trucs qui absolument ton cerveau raisonner, avoir une logique de « Ah non, ça, c'est pas possible ». Quand tu bois un peu de bière, tu te dis hey, « on va pas se mettre de limites ». Ouais. Genre, instinctivement, tu te mets plus de limites, puis tu commences à penser différemment. C'est des grosses questions, ça, là. Mhm. Tu commences à me brasser de la philosophie. On brasse de la bière Je sais ici. que tout ton cerveau commence à mal fonctionner. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Les deux hémisphères sont également concernés. T'es pas sous d'un côté. Non, c'est les deux, là, total, là, toute Ouais. la patente. Mais justement, on parlait de réunion d'affaires puis de l'importance du fameux toast. Historiquement, c'est prouvé. C'est vraiment un moteur disons, de réconciliation sociale des gens de tribus différentes ou de villages différents durant l'Antiquité consommaient de la bière ensemble. Et puis, cette consommation-là était une façon de tester la fiabilité de l'autre. Tu sais, notre fameux toast, là, quand on fait Ouais, un... cheers. Bon, il y a toutes sortes de mythes associés à ça. Ah, c'est pour vérifier que quelqu'un ne met pas du poison. C'est pour vérifier que le gars, il te regarde et non pas son verre pour s'assurer que tu n'as pas mis du poison dedans. Fait que pour échanger comme la bière entre les bières, Ah ouais, pour ben que c'est tout se ça. mélange. Mais nous, on rit de ça, mais il y a des milliers d'années d'expérience humaine qui nous ont menés à cette petite farce-là aujourd'hui qui fait « Ah, on fait chill, mais tu sais, ça veut rien dire. » Puis qu'encore aujourd'hui, on fasse chin après toutes ces milliers d'années-là. Ah ouais. Là où est-ce que ben il n'y a plus vraiment de connexion entre, disons, ton verre de bière légalement, puis mettons ta dernière profession de foi, mais il y a des endroits dans différentes sociétés où est-ce que tu ne pouvais pas prendre une décision vraiment importante à un niveau politique sans avoir passé à travers le test de l'alcool. Et puis ça, je pense qu'on a tous des souvenirs qui sont, disons, qui se rapprochent un peu de cette expérience-là. Hein, la cuite qui te donne un mal de tête légendaire, biblique, que tu n'oublieras jamais, mais qui forge des relations qui vont durer éternellement. Il y a un ancien commandant des Navy SEAL aux États-Unis, je pense que j'ai son nom ici, Richard Marcinko, qui, dans un livre sur les Navy SEAL, disait « Bon, nous, après un gros entraînement, on allait dans un certain bar, puis c'est sûr que les gens prenaient une cuite, ils avaient un gros mal de tête le lendemain, mais après ça, toutes les querelles étaient réglées. Bon, il y a peut-être un petit peu... Ouais, un bon pourcentage était réglé, mais... Ben, c'est ça. C'est que ça l'ouvre l'esprit. Il y a ça aussi. Tu sais, je te laisse continuer. Non, j'étais presque rendu au bout, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment fascinant, c'est vraiment le rôle du toast comme soudeur de relations, comme test du caractère. Même dans l'Angleterre victorienne, quelqu'un qui faisait, disons, une promesse en public, ou, quelque chose de vraiment, vraiment important, là, puis qui n'avait pas un verre de bière à la main, c'était très, très, très louche. Cette personne-là n'était pas considérée comme étant fiable. Wow! Puis il y a une partie de ça, évidemment, qui est comme le regard de justification historique pour consommer de la bière. Donc, il faut prendre ça avec un certain grain de sel. Puis tu mentionnes, moi, c'est super intéressant. Puis ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que, tu sais, on parle du toast, je savais pas que l'histoire du toast, puis toutes ces époques, qu'est-ce qui se passait. Je savais que pour le mélange, si, admettons, tu faisais un toast dans je sais pas, dans le temps des Vikings, je vais donner un exemple, que c'était pour toutes les mélanger. Si tu empoisonnais quelqu'un, tu es empoisonné tout, il faut que tu boives ta bière. Mais à l'heure d'aujourd'hui, autant que ce soit l'aspect familial, comme le temps des fêtes arrive, on toast tout le monde ensemble, content d'être tous là ensemble. Dans le domaine des affaires, un toast, là, c'est quelque chose qui est
tout le temps présent. Hein. Mhm. Tu sais, tu t'en vas prendre une bière avec quelqu'un ou un verre de vin, mais on va parler plus de bière. Tu sais, on dirait qu'il y a toujours un cheers, un toast, hey, on se lève, puis on fait Ouais. un speech Ouais. de hey, j'ai de la gratitude envers le fait que vous soyez là, puis ainsi de Ouais. suite, puis toast à tout le monde. Puis c'est drôle, hein? Ben, Fais pas ça avec un verre d'eau, là. c'est drôle parce que c'est justement là où est-ce que j'allais venir. Tu pourrais avoir un toast tout aussi sacré, tout aussi important, sans 0 goutte d'alcool, mais ça se fait juste beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ça se fait Et je pas. pense qu'une des raisons pour ça, et là, je t'avertis, là, je t'amène dans un terrain inconnu, Ça glisse. un terrain glissant, houblonné et, je dirais, politiquement chargé. Moi, je commence à penser, ayant lu ce que j'ai lu, que l'une des raisons pour laquelle on fait des toasts aujourd'hui, puis qu'on fait si peu de toasts avec de l'eau, c'est une continuité historique de nos ancêtres qui ont vécu plusieurs milliers d'années, qui considéraient que la boisson fermentée, le vin, la bière, l'hydromel, c'était pas juste un véhicule contenant de l'eau puis des céréales qui avaient eu une modification, c'était en réalité le sang des dieux. OK. Pensons à Dionysos, Oui, qui est lui. le grand patron, non pas de l'alcool, mais de la folie. Puis je dis ça parce qu'à l'époque où est-ce que Dionysos était considéré comme un dieu dans la Grèce antique, ben il n'y avait pas de mot en grec pour l'alcool. On connaissait pas l'alcool, c'était On en arrivé buvait et c'est bien tout. plus tard. C'est ça. Le vin, on appelait ça du pharmagon. Pharmagon qui nous donne la pharmacie, qui nous donne la médecine. Autrement dit, on voyait le vin comme étant Une médecine. une médecine, mais aussi, quand c'était le temps, littéralement le sang de Dieu. Wow. Donc, on a considéré jusqu'à, en fait, très récemment, d'un point de vue historique, Ouais. jusqu'à peut-être, je sais pas, la moitié du Moyen Âge, mettons, que la boisson alcoolisée, c'est-à-dire la bière, l'ale, l'hydromel, le vin, en veux-tu, en v'là, avait quelque chose de sacré dans ses origines. Et puis ça nous a suivis jusque dans le christianisme, à travers l'Eucharistie. Un des points les plus importants de l'Église chrétienne, dans le credo, dans la croyance, c'est la transsubstantiation. Je suis content d'avoir juste bu un verre de bière pour me rendre jusqu'à dire ça, parce que c'est... Tu mérites une gorgée après avoir dit le mot, par exemple. Je te sérieux, avec un mot ça comme donne ça. soif, ben oui. Santé. On parlait de transsubstantiation. C'est un credo qui est à la base du christianisme. Puis c'est l'idée que quand tu bois le vin de messe, tu bois le sang de JC. JC. Je dis pas JC Doc, là, Non, pour non, les non, gens non, qui travaillent au non. gouvernement. Pour les Mais, fins connaisseurs, on Jésus-Christ. parle de Jésus-Christ. Ben, il y a des gens comme Brian Muraresku qui écrivent là-dessus, qui considèrent que c'est une espèce de survivance d'anciens rites, des religions en mystère, qui étaient comme différentes façons de voir, disons, la vie après la vie, finalement, à l'époque où est-ce qu'il y a eu un bourgeonnement de nouvelles sociétés religieuses. Bon, il y a des gens qui font le lien entre la consommation de vin dans le christianisme avec la consommation du sang de Dionysos. Parce que dans les rites de Dionysos, puis il y en avait, là, des beuveries comme t'en auras jamais vu de toute ta vie. Des mal de tête. Des mal de tête épouvantables aussi, ça c'est sûr. Épouvantable. Puis ça finissait avec des espèces de catastrophes. Il y a des Ah gens ouais. qui tuaient des troupeaux entiers là, à cause de ça. Oh oui, vraiment, c'était pas, c'était pas Je joli. pense qu'on est joli. plus tranquille aujourd'hui. Oui, Hein? ben la civilisation, Ouais. le T'imagines-tu confort, faire, le progrès technique, Virer une brosse, commencer à tuer plein d'affaires. l'accès à l'eau aussi, ça aide beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, pour en revenir à Dionysos, lui c'est le dieu de la folie, mais c'est le dieu de la révélation, c'est le dieu de la créativité, c'est le dieu de beaucoup de choses. Et puis, il y avait cette idée-là que lorsqu'on consommait le vin, en fait, on consommait l'essence de Dionysos. Puis cette idée-là de consommer une essence de quelque chose de divin, ça a duré très, 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 très longtemps. Hey, c'est fou. Puis l'information, à ce moment-là, ça devait être, tu sais, quand tu parles de très longtemps, ça devait être des centaines d'années, hein, à mon avis. Le temps est long. C'est pas comme aujourd'hui qu'on dirait qu'il y a une mode qui se passe, puis 2 jours plus tard, elle n'est plus là. Ben, moi, je te dirais que le temps de l'homme et de la femme moderne n'est pas du tout compris de la même façon que le temps chez les anciens. Définitivement. Il y a Mircea Eliade qui est comme un chercheur de l'histoire des religions. Il compare les religions puis il essaie de comprendre pourquoi les religions voient des choses différemment. Oups. Ou plutôt les mêmes choses différemment. Et puis, lui, ce qu'il dit, c'est que dans l'Antiquité, essentiellement, tu as une façon de penser à travers beaucoup de religions qui est la séparation entre le sacré puis le profane.
Le sacré, c'est quand tu fais un gros party à la fin de la saison pour remercier les dieux de la fertilité de t'avoir nourri. Et puis toutes les autres fêtes, puis c'est parce qu'il y en a vraiment Drôle de beaucoup, party, pareil. ou toutes les anniversaires, ou toutes les occasions vraiment importantes, ou toutes les rencontres, le temps qui est réel, le temps qui compte pour de vrai, le temps qui mérite que tu y penses, le Que tu temps, t'arrêtes. le temps où est-ce que tu t'arrêtes vraiment pour vivre dans le moment présent, le temps pour lequel tu vas être jugé, c'est le temps sacré qui a rapport avec la recréation du monde ou la communion avec les dieux. Ça, c'est le temps sacré. Après ça, tu as le temps de profane. Faut que j'arrête de toucher à mon micro. T'as Qu'est-ce le temps que tu touches profane. pour Je que ça sais fasse ça? pas. On dirait que je bouge ma main, puis de temps en temps, ça va là. Fuck. Mais c'est ça, il y a le temps profane. Ça, c'est le temps qui compte pas. Ça, c'est quand tu es dans ton champ, puis tu as un problème technique, c'est pas censé te suivre. Et puis ça, c'est une dichotomie qui est vraiment importante. Pourquoi? Parce que l'humanité de notre époque n'a plus un mécanisme pertinent pour se sortir d'un stress chronique qui est celui de la civilisation sédentaire dans laquelle tu es perpétuellement en train d'être un petit peu stressé, mais jamais assez pour que les hormones de stress disparaissent. Fait que tu sais, le concept de dichotomie totale entre le sacré et le profane, c'est super pertinent. Vraiment. Parce que si tu avais une espèce de véhicule conceptuel qui te permet de dire « Ah, ok, ouais, aujourd'hui, je suis occupé à m'assurer que, je sais pas moi, le cosmos au complet continue sans problème. » Si on était capable de rentrer dans un espace personnel profondément intérieur où est-ce qu'on se déchargeait tout d'un coup du fardeau de l'existence au complet, on serait capable de faire baisser profondément notre stress. C'est tellement pertinent ce que tu dis, pour vrai. Là. Je t'écoute la musique à mes oreilles parce que l'histoire... Non, mais j'ai pas peur de Moi, le j'avais dire. l'impression d'être parti sur une Ah non, tangente. non, du tout. Puis ta tangente est excellente. Moi, ce que je trouve encore plus pertinent là-dedans, c'est que tu fais le lien avec avant, il y avait des moments qui étaient liés avec l'alcool, la bière, que c'était des moments où est-ce que tu prenais le temps d'arrêter puis de le vivre, puis que quand tu étais dans le champ, tu avais un problème. Ouais. Mais quand tu as fini de régler le problème, tu t'en vas puis c'est fini. Tu sais. Ouais. Tu y penses pas. Puis aujourd'hui, les gens dorment avec leurs problèmes. Ouais. Les gens vivent, les gens consomment des médicaments, les gens malheureusement boivent leurs problèmes parce que c'est pas à ça que ça s'en sortir. Puis qu'avant, les gens ne pensaient pas comme ça, puis ils considéraient que le stress de ta journée, quand tu n'es pas en train de traiter le cosmos, comme tu dis, mettons, le stress de ta journée, ben, tu dois le laisser de côté, puis aujourd'hui, on ne fait plus ça. Mais on pourrait le faire. Sauf là, moi, j'ai aucun stress. Moi, je suis vraiment bien présentement. Entouré des gens que j'aime, puis d'une excellente histoire. T'étais un excellent. Je fais une petite parenthèse, t'es excellent. dans l'histoire, là, je navigue avec toi au travers de cette marée de bière. Dans une mer houleuse. Une mer houblonnée. Ah ouais, houblonnée, excusez. Pleine de vagues tangentielles. Écoute, prenons ensemble une dernière gorgée. Pas une dernière gorgée, une dernière gorgée. Prenons ensemble une dernière corvée. D'accord, chef. Hey, j'étais bien content de te recevoir aujourd'hui. J'apprécie ton invitation, puis délectable cette discussion. On s'en reparle bientôt. Ciao. Merci.